Donc, sans plus tarder, je vous présente, on est très heureux là, ce soir à la SSVQ d'avoir Dr. Hélène Mansaré, qui est spécialiste en médecine interne, qui est actuellement interniste là, au CIUS du nord de l'île de Montréal, plus précisément à l'hôpital Jean Talon. Elle est aussi reliée au CHUM à Montréal, en lien avec la clinique de diabète de l'IRCM, l'Institut de recherche clinique de Montréal. Rapidement, ce médecin-là est professeur de médecine à l'Université de Montréal, mais si on regarde un peu sa bio, là, elle a fait ses études de médecine à Montpellier, en France. Puis de 2002 à 2004, elle a été chef de clinique à Montpellier aussi. Par la suite, elle s'est envolée en Afrique pour y passer près 6 années où elle a travaillé comme médecin. Puis par la suite, elle est venue au Canada, au Québec, dans la région de Jonquière, où elle a passé 4 années à travailler comme interniste. Puis depuis 2015, elle est à l'hôpital Jean Talon. Depuis environ 2018, elle avait entamé un fellowship là, à l'IRCM sur le diabète de type 1. Donc, elle est impliquée encore à l'IRCM depuis ce moment. Puis, donc, je pense qu'on a avec nous une experte là, en diabète là, qui va probablement pouvoir nous éclairer sur la prévention primaire, là. Donc, je laisse la parole à Dr. Mansaré. Merci beaucoup, Dr. Bocage. Merci pour cette gentille introduction. Donc, Dr. Vallée l'a dit tout à l'heure, on va être là pour parler de l'évolution des complications vasculaires chez le patient diabétique en essayant de faire ce fil de continuum de la prévention primaire à la maladie clinique. Ce soir, je vais essayer de vous donner un œil nouveau sur toutes ces études que vous avez vues et revues probablement, en essayant d'extraire des points qui me paraissent pertinents pour un peu mieux cibler la prévention primaire et moins l'opposer peut-être à la maladie secondaire. Mes conflits d'intérêts, je travaille pour toutes les compagnies pharmaceutiques impliquées en diabète à titre de conférencière ou pour des comités aviseurs. Dr. Bocage a rappelé mes affiliations académiques et je bénéficie aussi d'un soutien à la recherche de la compagnie Novo Nordisk pour mon fellowship à l'IRCM et je n'ai pas de conflit d'intérêts particulier pour la conférence de ce soir. Donc, les objectifs du programme, on va en premier parler plus précisément de la prévention primaire. Comment optimiser cette prévention primaire chez nos patients diabétiques? Le deuxième objectif va être de voir un peu tous ces moyens, à quel moment de ce continuum de la maladie vasculaire, on peut plus spécifiquement prévenir les complications micro- et macrovasculaires. Enfin, un dernier objectif, pour essayer de mettre tout ça ensemble et être moderne, en 2021, c'est quoi l'approche qu'on devrait avoir pour la prévention secondaire des maladies cardiovasculaires chez les patients diabétiques. En premier, parlons de prévention primaire. Je vais essayer de redéfinir la prévention primaire, même si ça peut paraître évident pour tout le monde, et je vais vous donner ensuite les données probantes en prévention primaire. Je vais commencer par rappeler cette étude et je vais à plusieurs moments vous reciter cette étude. Même si elle est un peu ancienne, vous voyez qu'elle date d'une vingtaine d'années, on la trouve sur le site de Diabète Canada au chapitre cardiovasculaire. Et pourquoi je trouve cette étude intéressante? C'est parce qu'elle nous rappelle, ici, à gauche, que des patients qui ont un antécédent de maladie cardiovasculaire, mais sans diabète, ont un risque d'environ 8 de refaire un événement cardiovasculaire. Ici, sur la partie droite de la diapositive, vous voyez que des patientes qui ont plus de 15 ans d'évolution de diabète ont aussi un risque à 8 de faire un événement coronarien, cette fois-ci même sans avoir d'antécédent de maladie coronarienne. Donc, en résumé, on pourrait dire que 15 ans de diabète, c'est aussi fort que d'avoir un antécédent de maladie cardiovasculaire en ce qui a trait au risque de récidive. Et gardez à l'esprit toujours la durée d'évolution de diabète qui probablement peut parfois changer, nuancer notre approche entre prévention primaire et prévention secondaire. Vous allez voir ça. On présente souvent la prévention primaire comme les patients qui n'ont pas fait d'événement et qui s'opposent à la prévention secondaire, les patients qui ont fait un événement cardiovasculaire. On a représenté les deux comme une pyramide où la maladie cardiovasculaire clinique est comme la pointe de la pyramide,
ou le sommet de l'iceberg, où là seulement se retrouvent les patients qui ont soit fait un infarctus, soit fait un AVC, soit ont une maladie artérielle périphérique occlusive, mais cliniquement parlante, une angine instable, alors qu'à la base, vous avez donc l'immense majorité peut-être des patients diabétiques qui sont ces patients avec plus ou moins de facteurs de risque et on aimerait qu'ils ne s'élèvent pas vers le sommet de la pyramide. J'aime bien cette représentation que j'ai extraite d'ailleurs d'une autre présentation parce qu'on a comme séparé les deux. Qu'est-ce qui se passe entre la maladie cardiovasculaire clinique et la base, le facteur de risque? N'y aurait-il pas ici la place pour des événements précliniques? Donc peut-être la division primaire et secondaire est un peu trop arbitraire, attrait juste aux événements cliniques. Je vais vous représenter ça sur un vaisseau. Donc là aussi, on retrouve, évidemment, c'est très schématique dans le temps, l'évolution de l'athérosclérose au fil du temps, avec bien sûr, parallèlement, l'évolution du diabète et l'aggravation de la dysfonction endothéliale qui se fait au cours du temps. Donc, si on replace ici l'événement clinique, c'est lorsque la plaque d'athérome a été rupturée, compliquée, mais vous voyez que peu de temps avant, le vaisseau a, ici à vue d'œil, environ une occlusion d'environ 50%. On est dans la maladie préclinique et on aimerait bien sûr protéger nos patients au moins à ce stade-là pour qu'ils ne passent pas dans l'étape suivante qui serait la maladie clinique. On préfère que le patient ne se rende pas jusqu'à faire un AVC, ne se rende pas jusqu'à faire un infarctus constitué et même peut-être ce serait plus intéressant d'adresser nos thérapies et notre prévention beaucoup plus tôt dans la maladie diabétique. Donc ici, c'est la définition classique, la maladie cardiovasculaire clinique. Et nos anciennes recommandations de Diabète Canada étaient très dichotomiques entre cette maladie clinique constituée, ici les patients en prévention primaire avec seulement des facteurs de risque cardiovasculaire, mais classés peut-être pas très bien ces patients à haut risque qui n'attendaient que peut-être quelques années ou quelques mois parfois pour balancer dans la maladie cardiovasculaire clinique. Là, je vais vous présenter des études, pas pour montrer les résultats que vous avez certainement vus, pour extraire, comme j'essayais de le dire en préambule, des données qui me paraissent importantes pour vous faire comprendre que finalement, ces patients, dans cet intervalle où on a plus de mal à les classer, ils faisaient partie des études. MPAREG, c'est la première étude avec un inhibiteur de SGLT2 de sécurité cardiovasculaire. On a coutume de dire que c'était 100% de prévention secondaire. Mais là, évidemment, regardez pas l'ensemble des phrases ici, mais je vous ai surligné, parmi les critères d'inclusion, on retrouvait pour cette étude MPAREG comme critère d'inclusion le fait d'avoir un résultat positif à un test de dépistage non effractif de l'ischémie. Ça veut dire un IBI positif ou une anomalie de contractilité régionale sur une échographie cardiaque, mais sans s'être rendu à l'infarctus. Ici, on voit aussi un indice tibio-brachial de moins de 0,9, mais sans avoir eu une occlusion aiguë du membre ou une amputation de ce membre-là. Donc, on voit que déjà, dans la définition de la prévention secondaire, il y a clairement ici des patients qui sont en pré-clinique. Leader, là aussi, avait dans sa définition de la prévention secondaire, ici, de l'ischémie cardiaque, là aussi clairement décrite asymptomatique, donc pas la maladie cardiovasculaire clinique qu'on avait avant dans notre ancienne classification de Diabète Canada, mais vous voyez qu'il rajoutait aussi dans ces patients en prévention secondaire la maladie rénale. Alors, on verra tout à l'heure, et Dr Vallée pourra intervenir dans la discussion aussi, mais le cœur et le rein, bien évidemment, se parlent et sont intimement liés à ce qui a trait au système vasculaire. Et donc, vous voyez, il rajoutait dans la maladie cardiovasculaire clinique des patients avec un DFG en dessous de 60 ml/min. Canvas, là, on peut regarder que dans les patients en prévention primaire, il y avait la durée de diabète. Donc, c'est pour ça que j'ai mis en préambule l'étude qui mettait vraiment un équivalent 15 ans de diabète et avoir un antécédent de facteur de risque cardiovasculaire, parce que je suis convaincue que l'évolution de l'athérosclérose et la durée de diabète
sont peut-être un élément important à mettre dans notre balance bénéfice-risque. Ensuite, une des études qui, avec les inhibiteurs de SGLT2, avait certainement la plus grosse cohorte en prévention primaire, a été l'étude d'Iclair. Je vais revenir un peu après pour les résultats de cette étude-là. Plus récemment, avec un autre analogue du GLP-1, on a eu l'étude Rewind avec le dulaglutide, où là, il y avait 68% en prévention primaire. Donc, vous voyez que de plus en plus, ces patients dits en prévention primaire sont inclus dans ces études cardiovasculaires. Et là, c'est intéressant parce qu'on avait finalement, moi, je trouve plus cette description du continuum de la maladie cardiovasculaire avec des patients de plus de 50 ans qui, eux, avaient la classique définition de la maladie cardiovasculaire clinique. Mais ensuite, il y avait une autre catégorie des 55 ans avec une maladie, vous voyez, qu'on définit subclinique. Et aussi, et ça, vous allez voir toute l'importance de cette étude et comment elle a été positionnée dans les dernières recommandations les plus récentes de Diabète Canada, on avait ce groupe, plus de 60 ans, avec 2 facteurs de risque cardiovasculaire. Donc, vous voyez, des patients beaucoup moins évolués que ce qu'on avait pu voir initialement dans MPAREG, donc beaucoup plus proche de la base de notre pyramide. En 2018, à l'EASD et à l'ESC, puis je le cite toujours, un cardiologue français, Dr Zanat, que peut-être vous avez entendu dans différentes conférences, lui, justement, voulait éviter cette dichotomie entre primaire et secondaire et voulait parler plus de maladies cardiovasculaires limitées versus maladies cardiovasculaires évoluées. Et là, je le cite parce que je pense que cette phrase reprend un peu le continuum, essayer de comprendre dans cette évolution où notre patient se situe. Alors, vous allez me dire, oui, peut-être la prévention primaire, c'est important à considérer, mais est-ce qu'on a des données probantes en prévention primaire? Et donc, je vais replacer les différentes études mentionnées, pas MPAREG parce qu'elle était que en prévention secondaire, mais si on regarde Canvas, vous connaissez les résultats dans l'ensemble de la cohorte, si on extrait prévention primaire versus prévention secondaire, vous voyez que les patients qui avaient un antécédent de maladie cardiovasculaire clinique, le hazard ratio était significatif, pas pour ceux qui étaient en prévention primaire dans l'étude Canvas. Pareil pour l'étude Leader, vous voyez, quand il y avait plus de 50 ans une maladie cardiovasculaire clinique, donc leur définition de la prévention secondaire, c'était significativement abaissé, le MACE, alors que la population moins à risque, 60 ans avec facteur de risque cardiovasculaire, le hazard ratio, n'était pas significativement abaissé. Je passe rapidement sur cette diapositive de l'étude d'Iclair, parce que vous savez que c'était un peu plus compliqué le plan d'analyse statistique et il y avait 2 issues primaires. Je vais parler uniquement aujourd'hui du MACE dans la maladie cardiovasculaire. Je ne vais absolument pas parler aujourd'hui dans la présentation de toutes les données en insuffisance cardiaque. Ça ferait l'objet d'une présentation à part entière, l'insuffisance cardiaque. Mais pour le MACE, dans d'Iclair, vous avez les résultats dans la cohorte entière. Et si on regardait, vous vous souvenez que c'était l'étude avec inhibiteur de SGLT2 qui avait la plus grosse population en prévention primaire. Ben là, c'était un peu surprenant parce que même la population en prévention secondaire n'avait pas réussi à atteindre la significativité. Vous allez me dire, on était très proche avec un intervalle de confiance à 1,02, donc il franchissait à peine la ligne du 1. Mais là, dans cette grosse cohorte, donc beaucoup de patients en maladie dite primaire, et bien là, non plus, on n'atteignait pas la significativité. Il a fallu attendre l'étude Rewind, dont j'ai cité les différents groupes d'inclusion, pour voir des choses se dessiner en prévention primaire. Et je vous reprends ici les résultats complet de l'étude Rewind avec le dulaglutide, donc dans l'ensemble de la cohorte. On savait que c'était significativement abaissé les événements cardiovasculaires avec le dulaglutide, mais si on regardait ce qui se passait pour la cohorte dans Rewind qui avait un événement cardiovasculaire préalable versus la cohorte qui n'avait pas d'événement cardiovasculaire préalable, eh bien, vous voyez que les 2 hazard ratios sont, on ne peut plus superposables. Donc, les 2 cohortes, prévention dite primaire, prévention dite secondaire,
bénéficier de la même manière du dulaglutide. Le hazard ratio était évidemment, vous voyez, superposable avec un P d'interaction complètement négative. Les deux cohortes bénéficiaient du dulaglutide de manière équivalente. Alors évidemment, ces résultats se devaient d'être positionnés et je vais parler à un autre moment dans l'approche moderne, un peu plus en détail de ce tableau. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça a été mis à jour très récemment, en septembre 2020. Et je m'excuse, c'est pour cette mise à jour très récente que la diapositive n'est pas encore traduite, parce que Diabète Canada prend toujours un petit peu de temps avant de mettre les publications en français. Peu importe, il y a quand même un certain nombre de points saillants dans cette présentation qui privilégie la prévention notamment primaire, parce que vous voyez qu'ici, on parle de facteurs de risque cardiovasculaire. Avant, comme j'ai essayé de le rappeler oralement tout à l'heure, souvenez-vous que nos recommandations, c'était d'abord si l'ANC était débalancé, on va y revenir, mais surtout après s'il y avait une maladie cardiovasculaire clinique. Et c'était ce mot clinique qui était certainement très restrictif, pour lequel on devait attendre quelque chose de très tardif dans l'évolution athérosclérotique avant de protéger nos patients avec les bonnes molécules. Là, on a inclus une catégorie qui d'ailleurs est la catégorie de l'étude Rewind, donc les patients diabétiques, plus de 60 ans, avec deux des facteurs de risque cardiovasculaire listés ici, le tabagisme, l'hypertension ou la médication d'hypertension. Vous allez voir tout à l'heure à qui on adresse un S ou un ARA. Vous allez voir que beaucoup de vos patients vont avoir ce critère-là. Dyslipidémie, pareil, traitement de la dyslipidémie. Donc, quand on connaît les recommandations, les indications de statine chez les patients diabétiques, là aussi, vous allez voir qu'il y a un grand nombre de votre base de population que vous allez pouvoir protéger certainement plus tôt, espérant ne pas évoluer vers l'événement secondaire. Évidemment, le dernier facteur de risque mentionné ici, c'est l'obésité centrale. Donc, quand on a cette catégorie de patients, suivant nos dernières recommandations, eh bien, ce qui est en vert, donc un grade A, ce sont la classe des analogues du GLP-1 pour prévenir la récidive des événements cardiovasculaires majeurs. Et ça, donc, c'est les données probantes de l'étude Rewind. Vous allez me dire, on parle de classe, alors que c'est une étude avec le dulaglutide. Si vous voulez lire l'ensemble de la publication, c'est très bien fait pour justement rappeler les bénéfices des différentes molécules, surtout lorsque les molécules sont un peu plus hétérogènes au sein de la classe. Je ne pense pas que ça doit être le débat, mais on pourra en parler dans la période de questions si vous voulez rentrer plus dans le détail au sein de la classe des analogues du GLP-1. On est déjà rendu au deuxième objectif, mais vous allez voir que ça va mettre un peu plus longtemps parce qu'après avoir mis la table sur la définition prévention primaire, prévention secondaire, ce qu'on voudrait, c'est éviter ces complications vasculaires au sens large, qu'elles soient macrovasculaires ou microvasculaires. Donc, je vais vous reparler des complications macrovasculaires, vous dire deux mots des AVC, puis montrer comment Diabète Canada reste positionné, bien évidemment, très fortement dans la prévention de la maladie cardiovasculaire. Je vais vous dire quelques mots sur les complications microvasculaires, deux mots de rétinopathie, un petit peu plus, bien sûr, en néphropathie. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que votre patient ne va pas choisir d'avoir une complication micro ou macrovasculaire. Généralement, il va avoir à un certain degré des complications micro associées à des complications macrovasculaires, mais ce n'est pas quelque chose qui s'oppose, c'est d'abord deux organes qui se parlent l'un et l'autre et qui sont bien évidemment interconnectés. Paul-René de Cauterets, néphrologue, disait que le rein est comme une fenêtre sur ce qui se passe pour le cœur. Et par exemple, d'où je viens, Dr Bocage a rappelé que j'étais formé de l'autre côté de l'Atlantique. Moi, j'ai toujours appris que l'albuminurie était un facteur de risque cardiovasculaire. Juste pour vous montrer que des dégâts dans le rein témoignent probablement de dégâts vasculaires plus larges qui peuvent s'étendre dans l'ensemble des vaisseaux de l'organisme. Alors, en ce qui a trait à la protection vasculaire, il va falloir garder à l'esprit toujours cette petite checklist
qu'on peut résumer, alors suivant les personnes, certains préfèrent l'acronyme ACTION que j'ai choisi ici, c'est aussi l'ABCDE, auquel on a rajouté maintenant un S. En tout cas, ça, c'est la petite liste de vérification qu'on devrait faire pour chacun de nos patients. On devrait toujours s'assurer, quand on voit un patient diabétique, que toutes ces étapes de l'acronyme ACTION sont faites. Je peux vous assurer que dans nos propres pratiques, on a toujours un patient chez qui on a oublié de mettre un IECA ou chez qui on l'avait essayé et puis peut-être on s'est découragé pour des effets secondaires ou autres, puis on n'a pas pensé à reprendre avec un ARA ou réessayer un autre moment de sa vie diabétique. Mais si on avait des cliniques de represcription pour regarder si on est complet dans cette checklist, il y a toujours des patients qui passent au travers. Donc, il faut être systématique. Et le A de action, c'est le contrôle glycémique optimal. Le C pour cholestérol, donc essayer de maintenir un LDL en dessous de 2 millimoles par litre. Le T pour tension artérielle, donc l'optimisation du contrôle de la tension artérielle. Vous savez que chez les patients diabétiques, c'est en dessous de 130 sur 80. Le I pour l'intervention sur les saines habitudes de vie, activité physique, changement des habitudes alimentaires. Et le O, sur lequel on va passer un peu plus de temps, c'est l'acronyme pour ordonnance. Donc, quelles sont les médications spécifiques de la protection vasculaire, donc IECA ou ARA, statine, aspirine, inhibiteur de SGLT2 ou analogue du GLP1, tout ça pour leurs bénéfices vasculaires au sens large. Le N veut dire non-fumeur, évidemment, vous devez essayer au maximum d'être complet, d'avoir cette approche globale et non pas seulement de mettre des médications, mais d'aller de manière complète jusqu'à l'arrêt du tabac si nécessaire. Quelques mots sur la prévention macrovasculaire. Je vous avais dit que j'allais un peu revisiter tous les résultats d'études que vous avez vus préalablement. On a tous eu le détail de ces études-là. Ça, c'est aussi une diapositive que j'ai extraite de l'ESC récent. Et certes, quand on met en parallèle toutes ces études, l'esprit a envie de les comparer. L'idée, ce n'est pas de les comparer, c'est pour avoir sur une même diapositive tous les résultats. On ne se souvient pas forcément par cœur de l'amplitude de réduction du MACE. Et le point que je voulais apporter ici, c'est que si on regarde empagliflozine et canagliflozine, les deux molécules qui précédemment, jusqu'à tout récemment, étaient les deux inhibiteurs de SGLT2 positionnés par Diabète Canada pour la réduction des MACE, on voit que l'amplitude de réduction de ce MACE, le triple MACE, est la même, 14%, dans des cohortes légèrement différentes, ceci dit. Dit clair, on rappelait ici, ce qu'on avait vu rapidement tout à l'heure, qu'il n'y avait pas une diminution significative des événements dans l'ensemble de la cohorte. Si on met en parallèle les données cardiovasculaires, cette fois-ci côté analogue du GLP1, vous voyez que la réduction du MACE avec le dulaglutide, donc l'étude de Wine qu'on a cité tout à l'heure, ou avec le liraglutide, l'étude de Leader, vous voyez que c'est aussi, je dirais, quasiment la même amplitude de réduction du MACE, là aussi avec une significativité de 12-13% pour ces deux analogues du GLP1. Peut-être en mettant en parallèle ces deux diapositives, on comprend mieux pourquoi Diabète Canada, vous allez voir tout à l'heure, les positionne, j'ai envie de dire, presque à part égale quand c'est seulement la maladie athérosclérotique qui existe chez vos patients. Ici, je me suis permis de mettre entre parenthèses les excellents résultats du sémaglutide dans sa forme injectable dans l'étude SUSTAIN 6. Parce que ça, c'était une étude faite rapidement avant commercialisation pour ceux qui sont moins familiers peut-être avec ces données plus récentes. Et donc, il y avait peu de patients dans cette étude, aussi une durée pas très longue de recul parce que c'était, comme d'ailleurs pour toutes les autres études cardiovasculaires, une étude faite uniquement pour la sécurité cardiovasculaire, donc la non-infériorité. Et là, compte tenu des dissociations des courbes où clairement la non-infériorité était plus qu'atteinte, on a testé pour la supériorité et même si ce n'était pas prédéterminé, on a pu voir une significativité. Le 26%, il faut quand même le prendre avec un grain de sel puisqu'il va y avoir une étude
plus prolongée, l'étude SOUL, avec la molécule du sémaglutide qui soit injectable ou orale. Et là, je pense qu'on aura un peu plus l'heure juste pour avoir exactement l'amplitude des réductions avec cet analogue du GLP-1. Je vous ai dit, que je dirais un mot des AVC. Excusez-moi, parce que normalement, il y avait une animation sur la diapositive. Bon, c'est pas grave. Là, je vais vous repositionner Diabète Canada et la maladie athérosclérotique. En fait, ici, ces recommandations, c'est ce qu'on avait avant. Quand le patient a ACVD, ça veut dire qu'il a déjà fait un événement cardiovasculaire, qu'il a déjà fait un infarctus, qu'il a déjà fait un AVC, ben vous voyez que ces études qu'on avait majoritairement dans des cohortes en prévention secondaire, donc pour des patients qui avaient déjà fait des événements cliniques majoritairement, eh bien, l'amplitude de réduction de l'événement cardiovasculaire majeur était le même et que donc Diabète Canada va positionner là aussi en grade A, donc vert, l'une ou l'autre des deux classes, analogue du GLP-1 ou inhibiteur de SGLT2. La petite étoile vous dit que si effectivement vous voulez aller dans le détail d'une molécule au sein de la classe, vous pouvez vous adresser à la publication complète, mais vous l'avez compris, on avait déjà ces résultats-là pour empagliflozine, canagliflozine, et dapagliflozine était juste à la significativité, mais ça franchissait le 1 pour la cohorte en prévention secondaire. Voilà, c'est là que je voulais vous parler des paramètres secondaires. Excusez-moi ma confusion tout à l'heure. Certes, c'est d'abord des paramètres secondaires. Vous allez me dire que toutes ces études, aucune n'était dédiée pour étudier les AVC particulièrement. Néanmoins, cette réduction des AVC non mortels dans du dulaglutide était particulièrement impressionnante. À mentionner qu'il y a eu un changement de la monographie en juillet 2020 pour mentionner ces résultats très positifs sur la prévention des AVC. On connaissait les résultats du liraglutide avec le décès d'origine cardiovasculaire. Et vous voyez, là aussi, c'est encore des résultats préliminaires, mais baisse de 39% des AVC non mortels, certes, un paramètre secondaire, avec le sémaglutide injectable, baisse de 51% des AVC, des décès avec le sémaglutide oral. Donc, vous voyez, il y a des choses peut-être un peu plus spécifiques qui se dégagent avec la classe des analogues du GLP-1 qui nécessiterait peut-être d'avoir des études dédiées en AVC, même si ça me semble un peu irréaliste. En tout cas, pour lequel peut-être dans l'étude SOUL, on va avoir plus d'informations sur ce qui se passe réellement dans la protection cardiovasculaire pour ce qui a trait à l'AVC. Alors, qui devrait être traité avec une statine? Et ça, c'est peu importe le LDL de départ, mais si vous avez une maladie cardiovasculaire clinique, bien évidemment, votre patient a fait un infarctus ou un AVC, il doit avoir sa statine. Souvent, ça va être le cardiologue, ça va être le neurologue qui vont l'avoir institué. Néanmoins, il faut être vigilant au suivi que le patient prend toujours sa statine. Vous savez, le taux d'abandon des statines au fil du temps est quand même assez impressionnant, voir pourquoi il s'est découragé, si on peut réessayer une plus petite dose, etc. Mais toujours s'assurer que si on est en prévention secondaire, d'avoir une statine. Mais vous savez également que dans les recommandations de Diabète Canada, et ça n'a pas changé dans les mises à jour récentes, tout patient diabétique de plus de 40 ans avec une complication microvasculaire doit avoir, plus de 40 ans, pardon, doit avoir une statine, ou s'il y a une complication microvasculaire, ou, et ça va concerner plutôt nos patients diabétiques de type 1, s'il a plus de 30 ans, avec là aussi le 15 ans, donc vous voyez la durée du diabète qui intervient dans la genèse de l'athérosclérose possiblement et dans la nécessité de protéger ces patients avec une statine. Évidemment, ça c'est nonobstant les recommandations que vous allez avoir sous peu à la SSVQ. Donc il y a des lignes directrices très chaudes en lipides et donc si votre patient a une autre indication par ailleurs de bénéficier d'un lipide
d'une statine que celle mentionnée là, bien évidemment, vous devez appliquer l'ensemble de ces recommandations et c'est probablement tout le casse-tête des médecins de famille en première ligne, c'est de connaître toutes ces recommandations, à la fois en diabète, je vous parle brièvement aujourd'hui, en lipides, en insuffisance cardiaque, etc., etc. On rappelle ici, et ça là aussi ça s'adresse à nos jeunes patients de type 1, que les statines sont contre-indiquées pendant la grossesse et donc il faut arrêter la statine avant la conception. Qui devrait être traité par un IECA ou un ARA? Et là aussi, j'ai mis en rouge sans égard à la tension artérielle de base. En maladie cardiovasculaire clinique, ça c'est assez facile pour nos patients de comprendre qu'ils ont comme un package de médicaments qui sont là pour éviter qu'ils refassent un infarctus. Je dois avouer qu'un patient à qui je prends la pression artérielle, qui a une belle pression artérielle, mais qui a plus de 55 ans et à qui je devrais mettre un S ou un ARA, c'est parfois plus difficile pour le patient d'accepter d'avoir une médication supplémentaire, mais j'explique bien le rôle de la prévention, notamment la prévention de la néphropathie pour les S ou les ARA. On va voir à quel point c'est un pilier pour la prévention microvasculaire et que 55 ans avec un facteur cardiovasculaire additionnel ou un atteinte d'organes cibles, l'albuminurie que je citais tout à l'heure, rétinopathie, hypertrophie ventriculaire gauche, ces patients-là doivent bénéficier d'un IECA ou d'un ARA. Rappelez-vous aussi que ces études qui ont prouvé que le bénéfice de cette classe médicamenteuse l'ont fait à des doses particulières et que, oui, surtout si vous initiez ça à des patients avec une pression artérielle normale, peut-être vous n'allez pas commencer à pleine dose, mais si c'est bien toléré au niveau de la pression artérielle, pensez à optimiser les ou l'ARA, en tout cas pour se rapprocher des doses démontrées avec des bénéfices cardiovasculaires, donc péranopril 8 mg, ramipril 10 mg, telmisartan 80 mg dans les études citées ici. C'est également contre-indiqué cette classe de médicaments pendant la grossesse, donc nos jeunes patientes diabétiques, il faudra penser à l'arrêter avant la conception. Et puis j'ouvrirai un petit peu le débat puisque vous savez que ça a été l'objet de beaucoup de changements dans les lignes directrices et les plus anciens d'entre nous se souviennent ce qui a trait à l'aspirine, qu'avant c'était de l'aspirine à tous les patients diabétiques et puis ensuite non. Et puis là, en fait, on essaye par différentes études de voir si l'aspirine revient régulièrement au bout du jour. Vous allez me dire, ce n'est pas une étude très, très récente, mais c'est quand même la dernière que j'ai trouvée qui répondait un peu à cette question, publiée il y a 3 ans, l'étude Ascent, qui avait plusieurs bras, mais un bras comparait aspirine 100 mg versus placebo. Vous l'avez vu, donc chez des patients jeunes qui n'avaient pas de maladie cardiovasculaire au baseline. Excusez-moi. Les caractéristiques de la population, et je souligne ici le 7 ans d'évolution de diabète. Pourquoi je le souligne? Parce que, à mon sens, si on avait adressé la même question chez une population avec 15 ans d'évolution de diabète, pour revenir à ce que j'ai montré en préambule et l'importance de la durée de diabète comme déterminant athérosclérotique, peut-être aurait-on eu une autre réponse. Néanmoins, 7 ans de diabète, les résultats, vous les avez certainement vus passer. Finalement, dans cette cohorte, le bénéfice de l'aspirine, la réduction des événements avec l'aspirine, ce bénéfice-là est complètement contrebalancé et quasiment vraiment égal, les chiffres, par les risques de saignement. Donc, oui, vous avez un bénéfice, mais vous avez un risque de saignement qui annule, entre guillemets, ce bénéfice. Donc, l'aspirine, dans nos recommandations Diabète Canada, n'est pas recommandée. Et moi, je préfère dire 2 routines pour la prévention primaire. Mais j'essaye depuis le début de vous expliquer qu'il y a prévention primaire et prévention peut-être primaire plus. Et je pense que là aussi, il ne faut pas attendre forcément l'événement pour proposer l'aspirine à nos patients. Mais comme d'ailleurs dans beaucoup de chapitres de la médecine, c'est une balance bénéfice-risque, donc risque de saignement versus protection maladie cardiovasculaire. Et on discutait avant la conférence avec Dr Bocage. Par exemple, si vous avez un facteur fort génétique,
d'athérosclérose, avec une maladie familiale et d'athérosclérose très précoce. Ça, c'est un facteur malheureusement non modifiable à l'heure actuelle. Et du diabète surajouté, peut-être on est mieux d'essayer l'aspirine plus tôt que plus tard, ou ces patients qui, au fil du temps, cumulent les facteurs de risque cardiovasculaire en plus de leur durée de diabète. Peut-être ce n'est pas le premier jour de la maladie diabétique, mais que ça doit être une réévaluation régulière pour être sûr que la balance bénéfice-risque reste en défaveur de l'aspirine si on ne l'a pas initiée ou en faveur de l'aspirine si elle est déjà présente. Dans la prévention microvasculaire, je vais vous parler de néphropathie. Alors, pour mettre la table, je ne vais pas rentrer dans le détail. D'ailleurs, vous avez une conférence de Dr Vallée qui est enregistrée sur le site de la SSVQ. On avait repris tous les bons résultats, mais s'il y a des médecins de santé primaire sur la ligne, c'est quand même 20% des patients qui ont une néphropathie diabétique en soins primaires. Néphropathie diabétique, quand on la définit avec un DFG de moins de 60 ml/min ou un ratio albumine sur créate de plus de 2. Ici, c'est l'algorithme de dépistage de la néphropathie diabétique. Là, c'est pareil, pour des raisons de temps, peut-être, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce qu'on nous dit quand même dans les recommandations, c'est de faire un dépistage au minimum annuel. Moi, je pense que 2 fois par an, au moins pour le DFG, c'est très aidant. D'ailleurs, parce que beaucoup de médications sont éliminées par le rein et qu'on doit avoir un peu un niveau de base de notre DFG. Et le ratio albumine sur créate, au minimum 1 fois par an. Puis, vous voyez, en fonction de la positivité ou pas du ratio albumine sur créate de cette valeur supérieure à 2, ben, vous voyez, vous déroulez l'organigramme pour arriver ou pas au diagnostic de néphropathie diabétique. On a, puisqu'on parle de prévention ce soir, 3 piliers clairement établis pour la progression de la néphropathie. Macrovasculaire, on est passé au microvasculaire, mais finalement, notre action tient toujours lieu pour la protection vasculaire. Il va falloir faire le contrôle glycémique, le contrôle de la pression artérielle. Cette fois-ci, pour la néphropathie, le blocage du système rénine-angiotensine est particulièrement intéressant, mais est-ce qu'on peut faire quelque chose de plus? Eh bien, oui, vous avez certainement vu passer les résultats dans des populations avec néphropathie, les résultats d'études qui se dédiait comme issue principale à un composite rénal que je ne redétaille pas, mais pour lequel la réduction de l'événement principal était phénoménale. Et j'ai vu nombreux néphrologues présenter ces résultats et voir clairement les 2 bras en l'air parce que c'était déjà impressionnant, la réduction des événements cardiovasculaires avec les inhibiteurs de la SGLT2, mais je pense que les événements rénaux dans des populations vraiment malades du rein, c'est particulièrement encourageant. Si on représente ça sur des courbes de Kaplan-Meier, vous voyez une dissociation vers le 12e mois des courbes avec ensuite, à la fin de l'étude, vraiment des courbes très dissociées, ces fameuses mâchoires de crocodile qui ont tendance à s'écarter vers la fin, un P très hautement significatif. Donc, l'amplitude de réduction ici dans l'étude Credence était impressionnante et quasiment superposable aussi dans l'étude dapagliflozin avec un autre inhibiteur de la SGLT2, donc la dapagliflozine ici. On avait commencé à pressentir que dans les études justement faites pour le cœur, puisque c'est indissociable le cœur et le rein, c'est ce que j'essaie de lier depuis le départ, on avait une évolution assez favorable des courbes de DFG, mais je vais plutôt reprendre celle qu'on a vue dans l'étude Credence. Vous voyez qu'on connaît cette petite baisse initiale du DFG très précoce, d'ailleurs dans le temps lorsqu'on prescrit un inhibiteur de SGLT2, avant d'avoir une stabilité de ce DFG, et puis qu'à la fin de l'étude, là dans Credence, on voit que clairement les 2 courbes se sont croisées et comment pour des patients avec néphropathie, ici néphropathie diabétique, on a un lent déclin, je dirais inexorable avec le placebo de la fonction rénale et avec l'ajout d'un inhibiteur de SGLT2,
ici la canagliflozine, vous voyez comment on réduit la pente de déclin du DFG. Donc, si on regarde en termes peut-être de millilitres-minutes, ça peut ne pas paraître impressionnant, mais ça, c'est impressionnant parce qu'en bout de ligne, vous allez avoir beaucoup moins de patients qui rentrent en dialyse. Et pour ceux que ça intéresse, par exemple, le number needed to treat pour cette étude-là, c'est suffisait de traiter 40 patients, 43 très exactement, pendant 2 ans et demi pour éviter une dialyse. J'imagine que vous avez tous plus que 43 patients sous inhibiteurs de SGLT2. Donc, vous voyez l'importance de ce résultat qui a une traduction en pratique clinique. Et depuis le temps qu'on prescrit les inhibiteurs de SGLT2, je dois avouer qu'on commence à le voir avec ces patients qu'on a pris à 45 millilitres-minutes, puis là, 5-10 ans après, on les aurait su inexorablement sous un 30 millilitres-minutes, alors que là, ils continuent à plafonner peut-être autour de 38, 40, 42. Bref, on voit qu'ils, lorsqu'ils bénéficient d'un inhibiteur de la SGLT2, déclinent moins dans leur fonction rénale. On connaît le mécanisme qui se combine d'ailleurs à l'action du blocage du système rénine-angiotensine, puisqu'avec un inhibiteur de la SGLT2, vous allez cette fois-ci jouer sur l'artériole afférente avec une vasoconstriction de l'artériole afférente. Et je vous passe le détail du mécanisme physiopathologique, mais il va y avoir ensuite, donc, grâce à ça, une diminution in fine de la pression glomérulaire. On a donc un quatrième pilier de prévention, à côté de tout ce que j'ai cité tout à l'heure. Les inhibiteurs de SGLT2 font partie en tant que tels, et là je parle uniquement de la molécule d'inhibiteurs de SGLT2, je ne parle pas de leurs caractéristiques métaboliques, mais chez nos patients diabétiques, c'est incontournable à mon sens pour la protection de la néphropathie de penser à un inhibiteur de SGLT2 dans notre checklist de protection. Alors on a présenté brièvement, certes, mais parce que je pense que vous les avez déjà eu, les détails de Credence et d'Apacitikidi. Rappelons que dans l'étude avec la dapagliflozine, il y avait aussi une proportion de patients qui n'avaient pas de diabète. Et c'est ce qu'on va trouver aussi dans la prochaine étude avec le 3e inhibiteur de SGLT2 disponible au Canada, étude EMPA-KINEI qui utilise l'empagliflozine, dont les résultats sont prévus fin 2022. Là aussi, Diabète Canada a bien sûr, dans ses recommandations récentes, positionné tous ces résultats. Credence, c'était déjà en 2019. Dapacitikidi, c'est plus récent, c'est fin 2020. Mais on ne pouvait pas ignorer de tels résultats. Vous avez vu l'amplitude de réduction des événements cardiovasculaires. Et donc, chez les patients avec maladie rénale, donc des patients qui ressemblent à nos patients qu'on a vus dans ces 2 études-là, bien évidemment, ce que vous voyez en vert, donc grade A, c'est les inhibiteurs de SGLT2 pour diminuer le risque d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque, mais surtout pour diminuer le risque de progression de la néphropathie, donc de cette complication microvasculaire hautement fréquente. Petit mot, juste 2 diapositives, parce que malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'actualité sur la rétinopathie. Juste pour vous rappeler que c'est quand même aussi quelque chose d'assez fréquent, puisque ça touche environ 20% de tous les patients diabétiques, qu'il faut y penser, penser à vérifier dans votre checklist que votre patient est bien allé voir l'ophtalmo au minimum, l'optométriste. On sait que beaucoup de nos patients diabétiques ont déjà un certain nombre de complications au moment même du diagnostic et 25% ont une rétinopathie au moment du diagnostic. Là, ça rappelle les recommandations à la fois chez les types 1 ou chez les types 2 et la fréquence de ces examens ophtalmologiques, un peu plus fréquents aussi pendant la grossesse. Et je n'ai pas de données récentes à vous présenter. Vous vous souvenez de l'étude ACCORD qui avait positionné les fibrates et c'est à peu près tout ce qui nous est resté comme pharmacologie pour la prévention de la rétinopathie diabétique. La rétinopathie diabétique, on en a entendu parler plus récemment parce que dans une étude plus récente de SEN6 dont j'ai parlé tout à l'heure, il y avait comme une aggravation de la rétinopathie au départ. En fait, peut-être, on pourrait dire un petit peu comme avec les inhibiteurs de SGLT2 où on a comme une aggravation du DFG au départ. Des études aussi avec l'insuline plus ancienne avaient vu cette aggravation initiale. Tout ça pour dire que la rétinopathie diabétique, il ne faut pas l'oublier et qu'il faut traiter
tôt nos patients le plus agressivement quand ils n'ont pas encore la rétinopathie pour éviter l'évolution parfois inexorable vers cette rétinopathie diabétique. Donc, j'en arrive à mon dernier objectif qui va un petit peu mettre tout ça ensemble, puisque dernier objectif était de discuter de l'approche moderne de cette prévention vasculaire au sens large. Donc là, j'ai fait la démonstration, j'espère, d'avoir une approche holistique, donc avec l'acronyme ACTION, donc une approche globale qui ne traite pas que le diabète, donc de ne pas être glucocentré. On va d'ailleurs voir un petit point particulier dans les dernières mises à jour de Diabète Canada, et je vais vous toucher un mot d'introduction sur comment les lecteurs de glycémie continue pourraient s'intégrer dans cette approche moderne de nos patients. Je remets cette diapositive des recommandations où j'ai déjà insisté sur les points de facteurs de risque cardiovasculaire ou de la maladie athérosclérotique déterminée, mais ici, je vais vous souligner en avant un changement qui, à mon sens, est un changement majeur et qui, pour tous les cliniciens, va être un changement majeur, c'est qu'avant, on ne pensait à une nouvelle molécule que lorsque notre patient avait une ANC pas possible. Actuellement, si votre patient a une ANC pas possible, bien évidemment, il faut faire quelque chose pour aussi traiter son ANC, c'est le A de notre acronyme ACTION, mais même si son ANC est possible et qu'il y a un changement dans son statut clinique, avec les catégories que vous avez listées ici, il faut aussi adresser une nouvelle médication. Donc, un patient avec un 5,9% d'hémoglobine glyquée et qui vient de faire un infarctus, il se doit d'avoir les médications qui sont ensuite listées ici dans le tableau. Un patient avec 6,1%, mais qui décline son DFG au-dessous du temps, qui maintenant se classifie comme ayant une néphropathie diabétique, même avec une ANC que vous avez réussi à maintenir, il faut lui adresser de la médication, etc., etc. Donc, ce petit libellé, à mon avis, va permettre d'inclure beaucoup plus de patients pour bénéficier des nouvelles classes de médicaments, donc avoir cette approche plus moderne. On nous dit ici un petit mot aussi de penser, avoir toujours cette gymnastique quand vous adressez un nouveau médicament à votre patient, d'ajouter ou de substituer l'agent antihyperglycémiant. On a souvent la mauvaise habitude peut-être d'empiler et d'empiler et d'empiler. S'il y a une sulfo, ça fait longtemps qu'elle est là, probablement ça va augmenter le risque d'hypoglycémie. Et puis, je ne suis pas sûre qu'on va chercher un gros bénéfice. Donc, avoir cette gymnastique systématique, quel que soit l'agent qu'on ajoute, ce qui existe déjà, est-ce que je laisse tel quel? Est-ce que je modifie des doses si c'est l'insuline? Ou est-ce que j'enlève carrément certains agents déjà présents? Donc, petite particularité aussi dans ces mises à jour. Ensuite, si on fait un résumé et qu'on jette un coup d'œil global, vous allez voir que l'approche moderne, ça se résume à 2 classes, analogue du GLP-1 et inhibiteur de SGLT2, d'ailleurs qu'on soit dans la partie gauche ou la partie droite du tableau. Pour avoir plus de détails de l'une ou l'autre, vous avez sur le site de la SSVQ cette excellente conférence des docteurs Assimakopoulos et Christopoulos qui débattaient de l'une ou l'autre des 2 classes. Je pense qu'il faut s'arracher les yeux, et je ne m'étendrai pas sur ça, pour trouver la place dans ces nouvelles recommandations des inhibiteurs de DPP4. Je vous laisse essayer de voir où est-ce qu'ils sont placés, sans compter les sulfos qui sont clairement visuellement dans une flèche rouge. Un petit mot, et je finirai sur ça, j'en ai pour 5 minutes pour laisser suffisamment de temps à la période de questions, mais l'approche moderne, on ne pouvait pas ne pas parler des lecteurs de glycémie qui continuent, et là, plus que les CGM, je vais vous dire 2 mots sur les lecteurs de flash, glucose monitoring, donc le système freestyle de Libre. Pourquoi? Parce que possiblement, à terme, ça va supplanter notre fameuse ANC. L'ANC, ça c'est limite, c'est parce que là, vous voyez schématiquement un patient A très variable qui passe beaucoup de temps en hyperglycémie, mais aussi beaucoup de temps en hypoglycémie. Et ce patient-là pourrait avoir une moyenne d'ANC acceptable à 7%, qui serait la même qu'un patient beaucoup moins variable, qui lui a beaucoup moins de variations autour de la médiane et qui aurait le même ANC. Donc, vous voyez que c'est déjà grossièrement une mauvaise moyenne. Mais si on détaille que dans toutes ces phases d'hyperglycémie, il y a ce qu'on appelle le fardeau glycémique, la toxicité de l'hyperglycémie qui se cumule avec le temps. Donc, tous ces moments où le patient passe en hyperglycémie, et si on le cumule au moment où il est en hypoglycémie, où il y a aussi
des phénomènes d'augmentation du stress oxydatif, de dysfonction endothéliale, finalement, l'ANC peut parfois être une moyenne de deux mauvaises choses, en tout cas pour le système vasculaire. On connaît aussi toutes les limites techniques de mesure de l'ANC chez les patients d'insuffisance rénale, chez les patients avec une anémie. Et ce qui serait plus judicieux et ce qui serait plus protecteur pour notre système vasculaire, c'est que notre patient reste toujours entre 3,9 et 10, qui serait nos cibles glycémiques pour avoir le 10 jusqu'au postprandial et être parfaitement dans ce qu'on appelle le temps dans la cible ou le time in range des Anglais. Parce que là, si on a vraiment une appréciation du temps passé dans la cible, eh bien, on peut estimer le pourcentage au-dessus et le pourcentage en dessous et vraiment avoir un meilleur reflet de ce qui se passe comme dégâts dans les vaisseaux de nos patients. On estime qu'un temps dans la cible de 70% est équivalent à un ANC de 7%. De plus en plus de consensus se dégage. Alors, ce n'est pas encore évidemment adopté de manière universelle parce que ce n'est pas tous les patients diabétiques de type 2 qui peuvent bénéficier de ces lecteurs de glycémie, mais voyez comment là, on positionne le temps dans la cible qui aurait peut-être une meilleure valeur, en tout cas réelle, des dommages vasculaires chez nos patients. Alors là, j'ai beaucoup parlé des tuyaux, des vaisseaux, en parlant des maladies cardiovasculaires, mais le filtre de la maladie rénale est au cœur de la pompe avec l'insuffisance cardiaque. Donc, il ne faut pas oublier, parce qu'on parle aujourd'hui ici seulement de maladies cardiovasculaires, qu'il y a aussi tout le chapitre lié au diabète d'insuffisance cardiaque. Je me résume ici. Mes messages clés sont de ne pas oublier ce petit vaisseau schématique et comprendre comment la maladie vasculaire est un continuum du premier jour du diabète jusqu'à l'évolution plus ou moins importante de l'athérosclérose. Et surtout, comment on a les moyens et comment maintenant Diabète Canada s'est positionné récemment pour inclure plus de patients plus tôt dans la protection vasculaire et notamment comment aussi on a positionné la néphropathie diabétique. Garder toujours une approche globale. C'est sûr qu'en tant qu'interniste, ça me tient particulièrement à cœur, mais cet acronyme ACTION, il faut essayer régulièrement chez nos patients d'être sûr qu'on a vraiment une approche complète, au moins au niveau pharmacothérapie. Et puis, comme j'ai dit en dernier, l'évolution de l'ANC possiblement vers une durée dans la cible qui est un meilleur, à mon sens, reflet d'une éventuelle toxicité vasculaire. Donc, je vais m'arrêter là pour pouvoir prendre des questions éventuelles. On a reçu énormément de questions. Il y en a certaines qui s'entrecoupent. Je vais essayer d'y aller un peu dans les mêmes thèmes. Vous avez abordé les différents angles qu'on a pour prévenir la maladie cardiovasculaire, au-delà pour arriver avec les nouveaux agents, là, les inhibiteurs LCGT2, les agonistes, surtout les inhibiteurs LCGT2. Là. Puis, il y a une question qui est apparue au début sur les effets non pressifs des IACA, donc tous les agents, les ARA aussi, là, qui touchent au système rénine-angiotensine. La personne qui posait la question ramenait l'idée que ça avait été, c'est controversé encore. Est-ce qu'on a encore des effets vraiment véritables de cardioprotection au-delà de l'effet pressif que ces agents-là font? Moi, je serais porté à répondre un petit peu avant vous parce que ça a été mon sujet de thèse de doctorat. Donc, moi, j'y crois énormément, mais je vous laisse répondre. Là. Est-ce que vous y croyez que ça apporte encore quelque chose ou avec les nouveaux agents, on supplante cet effet-là? Non. Moi, je suis comme vous, docteur Bocage, et vous aurez peut-être plus d'arguments, mais je pense qu'il y a un bénéfice. Puis ce qu'il faut voir, c'est que dans toutes les études citées, je suis passée vite sur le détail des études, mais que le bénéfice des inhibiteurs de SGLT2 était en ajout à des bloqueurs du système rénine-angiotensine. Ce n'est pas une opposition de l'un par rapport à l'autre. Et là aussi, je suis passée vite, mais par exemple, en ce qui a trait à la néphropathie, on voit très bien
vu que ça agit l'un sur l'artériole afférente, l'autre sur l'artériole efférente, c'est parfaitement complémentaire et c'est là non plus pas antinomique. Et ça, c'est des actions qui sont au-delà de la diminution de la pression artérielle. Et je pense que particulièrement sur la néphropathie, ça va vraiment chercher quelque chose qui est plus que la baisse de la pression artérielle et qu'il faut y penser même chez nos patients qui sont pas hyper tendus. Alors c'est sûr que plus on rajoute des agents qui vont aussi jouer sur la pression artérielle, parfois on peut arriver à des problèmes de combinaison. C'est sûr que si votre patient de base il a 100 de pression puis que vous mettez un ACE plus un inhibiteur de SGLT2, ça peut être difficile de monter les doses de l'un ou de l'autre. Donc, il y a des moments où il peut y avoir des choix, mais quand c'est possible de le combiner, je pense, et c'est comme ça que la plupart des études ont été faites avec les inhibiteurs de SGLT2, c'est en ajout aux S ou aux ARA, que ce soit d'ailleurs dans la néphropathie ou dans les études cardiovasculaires, où on avait souvent plus de 75% des gens qui recevaient un bloqueur du système rénine-angiotensine. Très bien. Un peu dans la même... un peu dans le même sujet, pas encore, c'est pas une question qui touche les nouveaux agents dans la protection cardiovasculaire associée au diabète, mais ça touche la protection cardiovasculaire des diabétiques. Est-ce qu'on voit dans les médicaments génériques, donc les copies des médicaments innovateurs, des variations où on peut voir des patients qui vont avoir des réponses différentes? En soi, selon les études des médicaments génériques, on devrait avoir de manière similaire une pharmacocinétique qui est similaire. Mais est-ce que vous, avez-vous une opinion sur ce sujet ou avez-vous quelque chose à apporter de plus? Alors, je ne vais pas avoir une réponse forcément précise, par exemple, si c'est sur les S ou les ARA, mais de manière générale, peut y avoir une différence avec les médicaments génériques. On sait qu'un médicament générique, c'est, pour les études d'équivalence, c'est 80 à 120% par rapport à la molécule naïve. Donc, c'est sûr que si, et ça je l'ai observé avec par exemple la metformine, si vous aviez la forme originale, la metformine, donc dans le glucophage, par rapport au générique qu'on peut avoir après, c'est sûr que 80 à 120%, ça peut changer des petites différences chez vos patients. Je dois avouer que moi, par exemple, avec la metformine, j'ai plus vu des différences éventuelles de tolérance avec certains génériques où peut-être mon patient se retrouvait finalement à 120% plutôt que des vraies différences d'efficacité. Mais avec un générique, quand il ne change pas de générique, ben on reste avec la même pourcentage d'efficacité. Donc, si vous titrez votre patient avec une APO quelque chose, c'est peut-être bien qu'après, il reste avec le même APO quelque chose pour pas que si vous changez de générique, vous retrouviez face à un débalancement qui, à l'extrême, pour aller d'un générique qui avait plutôt 120% après un autre générique qui aurait que 80%. Honnêtement, je ne sais pas si le Dr Vallée va rajouter quelque chose après, dans le système du blocage du système rénine-angiotensine, je n'ai pas observé de différence flagrante. Je sais que ça peut être un problème, par exemple, pour certains médicaments qui ont une fourchette thérapeutique très, très étroite, mais c'est un petit peu une réponse globale sur les médicaments génériques que je ferai ici. Juste un mot, si tu me permets, Pierre. Il faut faire attention avec le fameux 120 à 80%, c'est plus ou moins 20% du coefficient de variation. Donc, par exemple, pour un agent antihypertenseur qui baisse la pression, de supposer baisser la pression à une telle dose de 10 mmHg de mercure, ce qui est acceptable pour Santé Canada, ce n'est pas de 8 à 12. C'est que si on a dans une étude 10 plus ou moins 1, ce qui est acceptable pour Santé Canada, c'est 10 plus ou moins 1,2 ou mettons de 0,8 à 1,2. Donc, le fameux 20% que tout le monde véhicule, attention, c'est sur le coefficient de variation, ce n'est pas sur le résultat primaire. Alors, ceci étant dit, c'est définitivement donc la même chose. Hein? Alors, le coefficient de variation, c'est un petit détail dans tout ça. Alors, moi, je pense que c'est surtout au niveau de la tolérance, ça peut avoir des différences parce que souvent, les excipients vont être un peu différents. Mais en réalité,
c'est le même produit, c'est un produit qui est copié, c'est pas comme un biosimilaire, les génériques, des médicaments, des petites molécules, c'est vraiment la même chose. S'il peut y avoir des problèmes, là, ça va être au niveau de la tolérance, l'excipient, mais pour ce qui est du résultat, il n'y a pas d'inquiétude, c'est la même chose. C'est bien. Excellent, Dr. Vallée. Merci pour cette précision. Là. Je pense que ça va aider l'auditoire à mieux comprendre la différence. Là. Si je poursuis, on a parlé beaucoup des MACE dans les études présentées, les dernières études importantes là, en diabète. Mais qu'est-ce qui est des MERL? Donc, les MERL, ce n'est pas les hommes là, qui ont des problèmes cardiovasculaires. Là, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe au niveau de la maladie vasculaire périphérique. Là. Donc, je vous laisse commenter, là, Dr. Mansaray, là, sur cet aspect-là. Alors, là, il y aurait plusieurs volets à la réponse. La maladie vasculaire au sens large, je pense que tous les agents qu'on a cités ont un bénéfice. Après, c'est sûr que plus spécifiquement pour la maladie artérielle périphérique, on a gardé peut-être un petit voile noir des premières données avec la canagliflozine dans l'étude CANVAS, puisqu'on essayait de protéger des patients très malades à haut risque vasculaire et on avait vu dans cette étude-là, et uniquement dans cette étude-là, une augmentation des données d'amputation. Donc, ça paraissait un peu paradoxal. On veut protéger le système vasculaire, c'est ces patients très malades qui en ont besoin. Et puis finalement, ils aboutissaient à avoir comme un événement vasculaire en plus. Dans l'étude CREDENCE, qui étudiait la même molécule, la canagliflozine, on n'a pas vu d'augmentation des données d'amputation chez des patients, je pense, encore plus malades au niveau vasculaire parce qu'ils avaient non seulement un certain nombre de la prévention secondaire, stricto sensus, ils étaient tous très malades au niveau rénal, donc des patients très fragiles, très à risque au niveau vasculaire. Et on n'a pas vu d'augmentation des données d'amputation chez ces patients-là parce que peut-être le protocole de cette étude a appris de ce qui s'était passé dans l'étude CANVAS et que c'est ce qu'on doit faire en pratique, suspendre un inhibiteur de SGLT2, et j'ai envie de dire quel qu'il soit, quand il y a une plaie active du pied. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que nos patients, quand on protège le système vasculaire, on protège le système vasculaire au sens large et qu'on va le protéger des amputations, du risque d'amputation. S'il a déjà eu une amputation, on va protéger du risque d'amputation. Mais qu'une plaie active du pied, peut-être, surtout s'il y a déjà une très mauvaise vascularisation sans possibilité de revascularisation périphérique, il faut avoir la prudence qu'ils ont eue dans le protocole de CREDENCE de suspendre l'inhibiteur de la SGLT2 jusqu'à la guérison. Pas trop longtemps. C'est des molécules, je pense, qui vont être bénéfiques à plus long terme sur le système cardiovasculaire, dont la prévention de la récidive vasculaire périphérique. Mais c'est un petit peu le bémol qu'on a pu avoir pour cet événement vasculaire périphérique des membres inférieurs. Je pense que c'est un ajout intéressant, votre commentaire, parce que ça revient souvent en clinicien. Là. Non, moi, j'évite de donner ce type d'inhibiteur SGLT2 un peu à cause de cette étude-là où on avait vu plus d'amputations. Je pense que le point de la suspension en présence de plaies est quand même assez importante à ajouter. Là. Merci du commentaire. Ça revient à quelques reprises. Les gens, au-delà de la maladie, la néphropathie, on se pose beaucoup la question, alors, quel agent je devrais favoriser? Les agonistes GLP-1 ou les inhibiteurs SGLT2, avec les différentes données là, que vous avez présentées, on a vu les données là, en présence de des diminutions d'AVC là, en présence d'agonistes GLP-1, si je ne me trompe pas. Là. Ça, c'est quand même assez intéressant. Là. Mais êtes-vous capable de résumer ou comme vous dire un peu votre avis d'expert, là, comment vous aborderez la question? Alors là, je peux remettre rapidement les dernières données Diabète Canada. En fait, effectivement, il y a une catégorie où on nous dit les deux. Ici, pour la prévention des événements cardiovasculaires majeurs, chez des patients qui ont déjà fait un événement
clinique, on nous dit les deux classes. Donc, c'est vrai, la question vient souvent, OK, j'ai les deux, comment je fais pour choisir l'un par rapport à l'autre? Puisque j'ai essayé de les montrer comme sur un pied d'égalité. Néanmoins, il suffit de regarder un petit peu autre chose de votre patient. Il vient de faire un infarctus, il a une fraction d'éjection abaissée. Donc, il va ajouter cette catégorie-là d'insuffisance cardiaque. Et à ce moment-là, entre analogue du GLP-1 et inhibiteur de SGLT2, je vais choisir inhibiteur de SGLT2. Mon patient vient de faire un infarctus, mais il a aussi un DFG à 35 ml/minute, une néphropathie claire. Et bien là, je vais aussi choisir plutôt inhibiteur de SGLT2. Mon patient n'a aucune de ces autres conditions, néphropathie, insuffisance cardiaque. Là, je peux mettre à choix égal analogue du GLP-1 ou inhibiteur de SGLT2. Donc, ce qui pourrait aussi m'aider à choisir, c'est regarder s'il n'a pas d'autres comorbidités, d'aller dans la partie droite du tableau, où là, on nous dit de faire attention, par exemple, si votre patient, vous devez privilégier la perte de poids, possiblement, on sait qu'on a maintenant des agents, parmi les analogues du GLP-1, très puissants pour la perte de poids. Et donc, en post-infarctus, un patient obèse pour lequel la perte de poids doit être assez subséquente, ben peut-être on pourrait à ce moment-là choisir vers un analogue du GLP-1. Donc, c'est un peu le seul endroit où il faut aller un petit peu au-delà du simple événement clinique et regarder les autres comorbidités ou autres pathologies associées pour aider à raffiner notre choix dans les deux catégories. Très bien. Je pense que votre explication raffine un peu ce que vous aviez présenté là, et ça va sûrement guider notre auditoire. Là. Un peu dans le même sens, il y a quelques reprises, j'ai eu des questions sur, puis vous avez abordé le sujet à la fin. Qu'est-ce qui se passe? On a atteint la cible pour notre hémoglobine glyquée. Et là, par contre, là, il y a un événement, on rajoute un agent, même si on a un patient qui a atteint la cible. Par contre, s'il n'y a pas d'événement, puis on a un hémoglobine glyquée, disons, proche de 6,5, 6,9 chez un patient diabétique, à ce moment-là, souvent, là, je parle un peu pour les médecins qui sont au Québec avec la RAMQ, on veut que l'hémoglobine glyquée soit en bas de 7. Mais si on est déjà en bas de 7, qu'est-ce qu'on peut ajouter pour que ça passe comme médicament, que ça soit accepté là, sur le formulaire? Comprenez-vous ma question? Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Ceci dit, si on regarde la plupart des libellés, c'est assez large, à part un code qui mentionne une ANC. Les autres codes, ça nous dit si le diabète est débalancé. Et moi, je suis assez large ou strict, comme vous voulez, avec mes cibles d'ANC. Par exemple, je peux considérer que ce n'est pas du 7%, mais du 6,5% pour tous mes patients. Donc là, j'estime qu'au-delà de 6,5%, ils sont déjà pas aux cibles. Si c'est par rapport à un libellé de remboursement qui me mettrait mal à l'aise. Mais de plus en plus, je pense que la RAMQ, avec ces bénéfices-là et ce qu'on sauve par derrière, on serait pas tellement embêté à vouloir adresser la bonne médication si tant est qu'il y a le moindre de ces conditions-là. Là, maintenant, on est comme baqué par des recommandations. Donc, en étant un peu plus strict sur les cibles visées, je remplis à la fois les conditions des payeurs et en étant vigilant à toutes les autres conditions associées, je pense qu'on arrive à mettre plus précocement peut-être ces molécules-là que plus tardivement. C'est sûr qu'un patient qui a 6,2 d'hémoglobine glyquée, puis que ça va très bien avec la médication qu'il a, il ne fait pas d'hypoglycémie, il n'est pas obèse, il n'a aucune autre complication, il est au début de sa maladie diabétique, je ne suis pas obligée de lui mettre quelque chose tout de suite. Mais je vais être vigilant dans mon suivi et dès que je vois qu'il y a quelque chose qui change un petit peu, essayer de lui adresser des médications plus modernes. Et à ce moment-là, je vais considérer s'il passe de son 6,2 sur lequel il se maintenait, par exemple, et qui monte à un 6,6 ou même juste à un 6,4, je peux estimer aussi à ce moment-là qu'il y a un débalancement qui se fait
et qu'il n'est plus aussi bien contrôlé qu'il n'y a été à un moment. Très bien. Peut-être deux autres questions avant de compléter, là. J'ai souri, il y avait une question sur le rôle de l'aspirine en prévention là, chez les diabétiques. Vous avez abordé le sujet. Par contre, ce qu'on voit là, c'est la complexité de dire on est en prévention primaire. Quand est-ce qu'on l'introduit, l'aspirine, chez un patient diabétique? Je pense que ça, là, corrigez-moi ou ajoutez quelque chose à ce que je dis, mais ça reste un peu à la discrétion du clinicien en regardant les risques du patient, les ajouts soit d'une échographie carotidienne ou d'un écho cardiaque. Donc, tout élément qui rajouterait du risque à sa maladie cardiovasculaire. C'est un peu ce que vous vouliez dire? Exactement. Exactement, docteur Bocage, ça résume, c'est à l'appréciation du médecin, de son évaluation bénéfice-risque et d'une sorte d'individualisation pour un patient donné. Et je donnais l'exemple de ces patients que vous connaissez avec forte maladie athérosclérotique familiale. Ça, malheureusement, c'est un facteur fort non modifiable. Donc, vous savez qu'il va traîner cette épée de Damoclès de faire des événements précoces, comme l'ont fait ses parents, et que vous voulez essayer d'éviter ça. Il devient diabétique. L'aspirine pourrait quand même faire partie de vos armes. Donc, c'est à discuter chez un patient si son risque de saignement n'est pas très élevé. Peut-être là, ce patient-là, donné, individualisé, pourrait en bénéficier. On ne va pas le mettre à tout le monde en prévention primaire, mais je pense qu'il y a cette prévention primaire plus ou ces multiples facteurs de risque cardiovasculaire. Puis si on en revient à ces recommandations de Diabète Canada, pourquoi des patients avec 2 facteurs de risque cardiovasculaire, on devrait leur adresser un analogue du GLP-1 et pas de l'aspirine? Moi, je trouve que ça ne fait pas tellement de sens. Si je suis rendu à devoir ajouter des molécules pour les protéger d'un risque vasculaire, je trouve que mon aspirine, elle peut avoir sa place également quand on est dans ces patients-là qui sont à haut risque de faire des événements. Parfait. Dernière question, on l'a abordé à la toute fin, puis moi, ça m'a beaucoup intéressé parce qu'on a parlé beaucoup de l'impact sur la maladie macrovasculaire, aussi microvasculaire dans le contexte rénal. Par contre, qu'est-ce qui se passe au niveau de la rétine? C'est sûr qu'avec une vision abaissée, on peut vivre avec des reins, un cœur qui va moins bien, un cerveau, c'est plus difficile, malgré que c'est assez important, les yeux. Est-ce qu'il va y avoir autre développement? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent? Parce que ce qu'on voit, c'est qu'il ne semble pas y avoir de nouvelles données sur la prévention au niveau de la rétinopathie, surtout avec le développement de ces nouvelles molécules. Non, sur la prévention de la rétinopathie, non. Et puis les ophtalmos, eux, ont maintenant plein de médications en injection intraoculaire pour traiter. Donc, j'ai l'impression que la prévention devient moins importante vu que maintenant, on peut mieux la traiter si tant est qu'elle est dépistée quand même suffisamment précocement, cette rétinopathie diabétique. La seule étude que je connaisse à s'en venir sur la rétinopathie diabétique, c'est complètement différent, c'est l'étude Focus pour justement s'assurer que le sémaglutide n'a aucun bémol à ce qui a trait à l'éventualité d'augmentation des chiffres de rétinopathie diabétique, comme on avait pu voir dans ce STEN 6. Donc là, l'étude Focus se veut vraiment une étude dédiée à la rétinopathie diabétique et aux patients qui utilisent le sémaglutide. Mais je ne pense pas qu'on voit grand-chose parce que c'est en fait le secret à avoir pour ne pas aggraver une rétinopathie existante, c'est ne pas faire baisser trop brusquement un ANC très rapidement. Les patients qui avaient aggravé leur rétinopathie, c'était des patients qui avaient un ANC à plus de 9% et qui baissaient pour certains de 3% leur ANC en 16 semaines. Donc ça, on a appris de ces vieilles études avec l'insuline, quand notre patient est très débalancé. D'abord, il faut se dire une chose, c'est qu'il est très débalancé, c'est généralement pas nos patients les plus compliants, et souvent ceux-là, ils sont multicompliqués, et qui peuvent avoir souvent un certain degré de rétinopathie. Et que maintenant, on a des molécules tellement efficaces que peut-être chez ces patients-là, il faut savoir aller plus doucement
en termes de réduction d'AAC, mais ne pas oublier son cap, que ces patients-là, si on ne veut pas leur AAC aux cibles, on va les perdre leurs yeux, c'est sûr. Donc, il y a un peu ce bénéfice là aussi entre traiter agressivement, traiter plus doucement qu'il faut avoir à l'idée.